Alors que Poutine combattait l'Occident pour plus de terres, la Chine s'est discrètement installée sur un territoire que la Russie croyait déjà posséder. Si, contrairement à sa victime, n'a pas eu besoin de chars ni de combats. Il a redessiné la carte avec patience, argent et accord, sans tirer un coup de feu. L'Asie centrale, autrefois, le joyau de la couronne de Moscou, bourdonne désormais de routes, de pipelines et d'une autorité décisive construite par la Chine. Et voici le clou du spectacle. Beaucoup des anciens alliés soviétiques de la Russie ont contribué à rendre cela possible, trahissant la Russie pour obtenir une place à la table de la Chine. Dans cette vidéo, nous montrons comment Pékin a surpassé le Kremlin, remodelé la région et transformé l'alliance Chine-Russie en un grand leurre géopolitique. Pendant plus d'un siècle, Moscou dessinait les cartes de l'Eurasie. Le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Kirghizistan et le Tadjikistan ont été intégrés comme frontière sud de la Russie dans la sphère soviétique. Pour les anciens planificateurs soviétiques, c'était leur zone tampon contre l'étranger et l'imprévu. Aujourd'hui, la carte se redessine avec des routes commerciales, des prêts et des grues de construction. Mais maintenant, la main qui tient l'épingle est chinoise. C'est la révolution silencieuse qui se produit au cœur de l'Eurasie. Fait intéressant, la Chine n'a pas envoyé d'armée en Asie centrale, mais a construit un marché. Alors que la Russie gaspillait attention, argent et crédibilité en Ukraine, Pékin construisait des routes, finançait des usines et signait des accords reliant les économies régionales à la sienne. Le pouvoir économique est devenu la nouvelle monnaie de l'Empire, et la Chine le dépense généreusement. Au premier semestre, les investissements et contrats de construction chinois liés à l'initiative La Ceinture et la route en Asie centrale ont atteint 25 milliards de dollars, soit une augmentation record de 257% sur un an. Ce flux de trésorerie prépare l'avenir. Contrôler l'Asie centrale n'est pas qu'une question de frontières, mais d'énergie, pétrole, gaz, uranium présent dans ces déserts et d'accès à ces ressources. Les corridors commerciaux relient l'Europe à l'Asie, permettant aux trains de transporter plus vite les marchandises chinoises vers l'ouest que les navires. C'est une question d'influence, la capacité de façonner la manière dont 5 nations indépendantes votent, commercent et s'associent sur la scène mondiale. Contrôler l'Asie centrale, l'un des carrefours stratégiques mondiaux, pourrait pour la première fois échapper à Moscou dans l'histoire moderne. Donc, si l'arrière-cour de Poutine bascule dans l'orbite de Pékin, qu'est-ce que cela dit du pouvoir russe ? Comment a-t-elle perdu cette région précieuse ? La réponse débute par la manière dont la Russie l'a d'abord acquise, quand les tsars ont lancé leur expansion vers l'Est au XVIIIe et XIXe siècle. L'Asie centrale était un patchwork de khanats, de tribus et de routes commerciales qui prospéraient depuis des siècles. Sur l'ancienne route de la soie, Moscou l'a conquise non pour l'idéologie, mais pour contrôler le territoire, le commerce et le prestige. À la fin des années 1800, l'Empire russe contrôlait la majeure partie de l'actuel Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kirghizistan et Tadjikistan. La région a été renommée, réorganisée puis intégrée à l'Empire. La construction de chemins de fer reliant Tachkent à Moscou a amené de nombreux colons russes. Les dirigeants locaux ont été remplacés par des administrateurs nommés par Moscou, relevant directement de Saint-Pétersbourg. Avec l'ère soviétique, l'emprise se renforça. L'unité selon Lénine était en réalité un empire déguisé. L'Asie centrale est devenue un centre industriel et agricole de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Le russe était la langue de l'éducation, des opportunités et du pouvoir. Les planificateurs soviétiques ont bâti de grandes voies ferrées, barrages et bases militaires dans la région. Ils en ont fait une artère logistique vitale reliant la Russie européenne aux frontières de la Chine, de l'Afghanistan et de l'Iran. À Almaty et Tachkent, les soldats soviétiques défilaient lors de parades rappelant qui commandait. Dans les années 1980, il semblait impossible que Moscou perde un jour cette région. L'Asie centrale était plus qu'un territoire, une identité inséparable du destin géopolitique que les Russes se donnaient. La chute de l'Union soviétique en 1991 a soudainement brisé cette illusion. 5 nouvelles nations sont soudain apparues, cherchant leur identité tout en restant liées à l'ancien centre impérial. Pour la Russie, l'effondrement fut humiliant, mais pas fatal. Les anciens réseaux existaient toujours, et les troupes gardaient beau les frontières. Le russe demeurait la langue principale, et des millions de travailleurs d'Asie centrale migraient toujours vers le nord pour travailler en Russie. Dans les années 1990 et début 2000, Moscou a conservé son influence par un besoin mutuel apparent. Les nouveaux États indépendants avaient pas des besoins de marché, d'armes et d'emploi. La Russie offrait les trois. Par l'organisation du traité de sécurité collective, elle offrait une protection militaire. L'Union économique eurasiatique assurait le commerce. Pour beaucoup de dirigeants régionaux, Moscou représentait la stabilité, la prévisibilité, rarement la prospérité. C'était l'option par défaut.
Mais cet ancien ordre s'est fissuré bien avant que le monde ne le remarque. Non pas que Poutine ait perdu tout intérêt, mais une autre puissance, mieux financée et avec une autre approche est arrivée. La Chine n'a pas envoyé de soldats mais des ingénieurs, et a proposé des prêts sans exiger de loyauté. Là où la Russie apportait la nostalgie, la Chine apportait plan et argent. Le changement a débuté discrètement dans les années 2000, quand l'économie chinoise a explosé et Pékin a cherché énergie et influence à l'ouest. L'initiative La Ceinture et la Route, lancée en 2013, fut un coup de maître. La Chine a investi des milliards dans des routes, chemins de fer et pipelines reliant son ouest à l'Europe. Tout passerait par l'Asie centrale. Ce n'était pas de l'aide, mais un investissement conditionné. D'aides à long terme, contrôle des infrastructures et dépendance des marchés. Moscou n'a pas vu cela comme une menace, Pékin étant alors un partenaire. Peu à peu, Pékin reprenait les réseaux, qui faisaient jadis la force russe, et les orientait vers elle. Alors que Poutine tentait de reprendre des territoires de l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques par la force en Géorgie, Crimée et Ukraine, la Chine misait sur l'économie pour retrouver son influence. Le contraste était flagrant. L'un visait la domination par la force, l'autre par l'utilité. En Asie centrale, la stabilité et la croissance primant sur la politique, rendant l'offre chinoise plus attrayante. La Russie n'a pas perdu l'Asie centrale soudainement. Elle l'a perdu peu à peu à cause de la distraction, de l'arrogance et du mauvais timing. Le principal problème était le manque de concentration. Poutine a fondé sa puissance sur l'idée que la Russie pouvait tout gérer à la fois. Cela incluait guerre, sanctions, prestige et partenariat. Mais l'invasion de l'Ukraine a détruit cette illusion. En 2022, la Russie a concentré ses ressources politiques et financières sur la guerre, négligeant le reste. Les diplomates, autrefois présents à Astana et Tachkent, gèrent désormais la crise en Europe. Les officiers militaires chargés des entraînements conjoints en Asie centrale combattaient ou mouraient à présent dans le Donbass. La région a vite remarqué cette absence. Moscou n'était pas distraite, mais totalement absorbée. Cette vision étroite a un prix lourd. Les dirigeants d'Asie centrale voient les signes avant-coureurs. La Russie est surmenée et perd en crédibilité. Chaque missile lancé sur l'Ukraine rend Moscou plus désespéré et moins fiable. La guerre qui dure affaiblit les troupes, les finances et l'autorité morale du gouvernement de Poutine. Comment promettre la stabilité à l'étranger alors qu'il ne la garantit pas chez lui? Puis survient l'effondrement économique. Les sanctions ont touché la Russie comme un train au ralenti. Chaque nouvelle sanction occidentale resserre l'étau, augmente les coûts, bloque les transactions et complique les flux d'argent vers ou depuis le pays. Les exportations de pétrole, pilier de l'économie russe, ont fortement chuté. Cette année, les volumes ont chuté de plus de 20% et de nombreuses cargaisons sont vendues à prix réduit pour maintenir la trésorerie. Les systèmes de paiement sont sous pression, les réserves de change diminuent et le rouble continue de vaciller. Les artères financières de la Russie n'ont pas été sectionnées, mais elles sont obstruées et les dégâts s'étendent. L'Asie centrale en ressent fortement les effets. Ces économies restent liées à la Russie par le commerce, les investissements et les transferts de fonds. Des millions de travailleurs migrants du Kirghizistan, Tadjikistan et Ouzbékistan dépendent des emplois russes pour envoyer de l'argent chez eux. Au Tadjikistan, les transferts de fonds représentent près d'un tiers du produit intérieur brut. Quand la Russie ralentit, ses paiements diminuent, les projets sont à l'arrêt, les salaires ne sont pas versés et les investisseurs russes se retirent discrètement des accords qu'ils avaient promis de financer. Le résultat est un ralentissement régional qui frappe le plus durement les endroits qui peinent déjà à se développer. Pendant ce temps, les chiffres du commerce racontent une histoire que Moscou ne veut pas entendre. Cette année, les exportations chinoises vers la Russie ont chuté de plusieurs dizaines de pourcents, les entreprises se retirant pour éviter les sanctions secondaires. Les importations en provenance de Russie ont également diminué, laissant les petites raffineries et les fabricants chercher désespérément des acheteurs. Les entreprises chinoises ne font pas de déclarations politiques, elles protègent simplement leurs intérêts financiers. Perdre l'accès aux marchés occidentaux pour garder des contacts russes n'en vaut pas la peine. Cela isole la Russie, avec moins de partenaires et d'options. La guerre a aussi sapé la crédibilité de son armée. À l'époque soviétique, Moscou dominait l'Asie centrale grâce à ses garanties de sécurité et la promesse d'une intervention militaire en cas de problème. Mais cette année, l'illusion s'est brisée. L'armée, incapable de prendre des villes ukrainiennes, ne paraît plus être une puissance régionale. Lorsque des manifestations ont éclaté au Kazakhstan, ou que les tensions frontalières se sont accrues entre le Kirghizistan et le Tadjikistan, Moscou a offert des paroles, pas des actes. L'organisation du traité de sécurité collective, anciennement vue comme un mini-OTAN des alliés post-soviétiques, semble désormais creuse. Cette faiblesse s'est manifestée en temps réel.
Début 2022, le Kazakhstan était en feu. Les prix du carburant ont flambé, provoquant des protestations et des incendies de bâtiments officiels à Almaty. Le président Tokayev était préoccupé. Ses forces de sécurité étaient débordées et les troubles se propageaient rapidement. Il a donc lancé l'appel. Faites venir l'Organisation du traité de sécurité collective, le club de sécurité post-soviétique de la Russie. Première fois qu'ils intervenaient ainsi, la Russie n'a pas hésité. Environ 2500 soldats venus de Russie, Biélorussie, Arménie, Tadjikistan et Kirghizistan sont arrivés. Leur mission était de sécuriser des sites clés, calmer le chaos et faire passer un message sans combattre. Ils ont gardé les aéroports, les bâtiments gouvernementaux et les infrastructures majeures. Pas de balles, pas de combat, juste une présence. En moins d'une semaine, ils sont partis, disant avoir stoppé une menace terroriste jamais vraiment apparue. Tokayev est resté en place et Poutine a affirmé que l'alliance fonctionnait. Ce qui semblait une victoire pour Moscou fut tout autre. Tokayev n'a pas renforcé ses liens avec la Russie. Il en a profité pour faire le ménage. Il a écarté les loyalistes liés à l'ancien président Nazarbayev et a façonné la structure du pouvoir autour de lui. La Russie lui a accordé une marge sans obtenir sa loyauté. Non, pas d'accord, pas d'alignement plus profond, juste un signe discret et un changement de direction. Ce changement était en faveur de la Chine. Après le départ des troupes, le Kazakhstan a signé de nouveaux accords sur la ceinture et la route, investissant des milliards dans les chemins de fer, l'énergie, la technologie et la logistique. Les entreprises chinoises sont venues vite, proposant de l'argent rapidement et avec moins de conditions. La Russie voyait l'intervention comme une faveur, le Kazakhstan comme un nouveau départ. Le message était clair, merci pour l'aide. Nous assurerons notre avenir grâce au financement chinois. C'était un tournant. L'organisation du traité de sécurité collective pouvait déployer des troupes, mais pas instaurer la confiance. Et la Chine, sans tirer un seul coup de feu, était déjà en train de bâtir son influence là où la Russie pensait avoir la main mise. Même en temps de crise, l'ancien filet de sécurité s'effritait. Et Pékin ne se contentait pas de regarder. Il tissait discrètement un nouveau filet. Pékin a évité de refaire les mêmes erreurs. Dans le Gono-Barakshan, au Tadjikistan, des patrouilles conjointes sino-tadjiques sont menées près de l'Afghanistan pour lutter contre le terrorisme et le trafic de stupéfiants. Cet arrangement ne vise pas à remplacer la Russie purement et simplement. Il s'agit d'acquérir de l'expérience et de bâtir la confiance, une patrouille à la fois. Au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, des officiers chinois s'entraînent avec leurs homologues d'Asie centrale au partage de renseignements et aux opérations antiterroristes. C'est subtil, limité et niable, mais cela initie une longue stratégie pour combler le vide sécuritaire. Moscou ne contrôle plus la situation, et le ton diplomatique russe devient toujours plus paternaliste. Les responsables à Moscou parlent encore de l'Asie centrale. Comme s'il s'agissait de petits frères ayant besoin de conseils, mais ils ont grandi. Le Kazakhstan commerce avec la Chine et l'Europe depuis des années, et ne veut pas risquer cela. Derrière les slogans sur l'unité eurasienne, la direction ouzbek cherche ouvertement de nouveaux investisseurs, même américains. Le Turkménistan a déjà réservé la plupart de ses exportations de gaz à la Chine. Le manuel de Moscou basé sur la nostalgie, l'intimidation et l'histoire partagée ne fonctionne plus. Aujourd'hui, tandis que l'influence de la Russie s'effrite, la Chine s'impose discrètement. Elle ne fait pas défiler des armées à travers les frontières, ni ne lance de grandes exigences de loyauté. Elle fait quelque chose de bien plus intelligent. Elle construit. Chemins de fer, usines, centrales électriques et prêts sont devenus des outils de persuasion. Moscou misait sur la pression et la fierté, Pékin sur l'argent et les opportunités. Petit à petit, elle remplace la présence de la Russie par quelque chose de bien plus durable. Un contrôle construit grâce à la richesse, aux infrastructures et à la patience. L'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie est au centre de cette prise de contrôle silencieuse et a bouleversé l'Asie centrale. La Chine finance des autoroutes reliant déserts et ports, modernise d'anciennes lignes ferroviaires soviétiques pour le fret vers l'Europe et construit de nouveaux parcs industriels. Ces parcs transforment les matières premières en produits finis sur place. Le Kazakhstan a adopté cette approche plus que tout autre. Ces nouvelles routes mènent maintenant directement aux centres commerciaux chinois, évitant les anciennes routes russes. En Ouzbékistan, les investissements chinois permettent aux usines de transformer coton et minéraux pour l'export. Au Turkménistan, des entreprises chinoises ont acquis d'importants droits sur d'anciens pipelines de Moscou. Chaque projet accroît l'influence de Pékin et réduit discrètement celle de la Russie. Mais il ne s'agit pas que de construction. Chaque accord signé par la Chine démontre son influence, l'énergie étant centrale. Pékin n'achète pas simplement du pétrole et du gaz, il construit les pipelines, les raffineries et les liaisons ferroviaires qui les transportent. La majorité de ces infrastructures, financées et gérées par des entreprises chinoises, créent une dépendance perçue comme un progrès. Pour les gouvernements d'Asie centrale, l'offre est irrésistible. Argent rapide, acheteurs garantis,
et un développement que la Russie ne peut plus offrir. Pour eux, c'est évident. Moscou commerce toujours l'énergie, mais ces accords sont assortis de conditions, de politiques et de risques. La Russie mise sur nostalgie et pression, la Chine sur stabilité et efficacité. Pékin paie en devises, non en promesses. Et chaque accord signé avec la Chine éloigne un peu plus ces pays du contrôle russe. Pour les dirigeants d'Asie centrale qui veulent à gueule de la croissance et des emplois, la Chine n'est pas seulement un investisseur, c'est le partenaire fiable qui fait avancer les choses. Et ce qu'il faut savoir avec l'investissement dans les infrastructures, c'est qu'une fois que les routes et les pipelines sont en place, le commerce suit naturellement. Au cours de la dernière décennie, les exportations chinoises vers l'Asie centrale ont explosé. Mais ce commerce ne consiste pas seulement à vendre des marchandises. Les entreprises chinoises ouvrent des usines, emploient des locaux et s'intègrent à l'économie locale. Ce ne sont pas de simples visiteurs, ils intègrent la vie quotidienne. Ce type de présence économique devient peu à peu une influence politique, souvent sans que personne ne s'en aperçoive. Pour les dirigeants d'Asie centrale, le choix entre Moscou et Pékin n'est plus idéologique, il est pratique. Ils demandent qui construit le plus d'écoles, qui crée le plus d'emplois et qui obtient des résultats. La réponse est presque toujours la Chine. La stratégie financière de Pékin accentue ce changement. Ses prêts et investissements lient ses partenaires à son économie. Les entreprises publiques chinoises financent de grands projets, et les remboursements offrent souvent à Pékin le contrôle durable d'infrastructures ou de routes commerciales clés. Ce ne sont pas des pièges de la dette, mais une gravité économique. Plus ces pays construisent avec la Chine, plus il est dur de revenir vers la Russie. En parallèle, le soft power chinois comble les lacunes culturelles. Elle envoie des étudiants boursiers, finance des échanges culturels et promeut le tourisme. Des projets archéologiques conjoints et des expositions dans les musées rendent hommage à l'histoire locale, en la reliant à l'histoire chinoise. Les gens croisent des enseignants et ingénieurs chinois, pas des soldats, ce qui change leur vision de Pékin. Cela empêche la Chine de paraître menaçante et la fait plutôt apparaître comme un partenaire. La diplomatie intervient alors et complète l'ensemble du tableau. La Chine organise des sommets, dirige des forums multilatéraux et joue un rôle clé dans des groupes régionaux comme l'Organisation de coopération de Shanghai. Ces gestes confèrent à la direction chinoise un caractère naturel et durable, au-delà du symbolique. La Russie mise sur ses anciens liens militaires et l'histoire soviétique partagée, tandis que la Chine évoque progrès, investissement et stabilité. De plus, la différence entre les deux puissances est actuellement indéniable. La Russie, épuisée par la guerre et les sanctions, réagit, alors que la Chine agit. Elle est calme, patiente et financièrement inarrêtable. Moscou offre des souvenirs, Pékin des résultats. Et pour les dirigeants d'Asie centrale, il ne s'agit plus de choisir un camp, il s'agit de choisir ce qui fonctionne. Le Kazakhstan, pays le plus riche et principal producteur d'énergie, incarne cet équilibre. Astana garde des liens forts avec Moscou, via l'organisation du traité de sécurité collective et l'Union économique eurasiatique. Les oléoducs, routes et chemins de fer vont désormais aussi vers l'est et l'ouest, pas seulement vers le nord. Le corridor ferroviaire Chine-Kazakhstan a récemment permis aux exportations kazakhes d'accéder au marché européen sans transiter par la Russie. Un nouvel accord gazier signé cette année va augmenter d'un tiers les livraisons vers la Chine. Pourtant, le Kazakhstan vend toujours du pétrole à la Russie, mène des exercices militaires conjoints et partage des renseignements. C'est une danse délicate, profiter des infrastructures et des capitaux chinois, tout en gardant la Russie suffisamment proche pour éviter un conflit. L'Ouzbékistan adopte une approche plus affirmée. Tachkent a ouvert ses portes aux investissements chinois, surtout dans les parcs industriels et la transformation des ressources, ces 10 dernières années. De nouvelles lignes ferroviaires évitent les ports russes, mais Tachkent ne néglige pas Moscou. En gardant une relation mesurée avec la Russie, l'Ouzbékistan obtient des concessions des deux camps. Les investissements chinois apportent usines, routes et savoir-faire technique, tandis que la Russie offre légitimité politique et parfois sécurité. Les dirigeants ouzbeks savent qu'avoir plusieurs partenaires augmente leur pouvoir de négociation, un luxe qu'ils n'avaient pas dans les années 1990. L'Ouzbékistan n'est pas seul à changer les règles. Le Kazakhstan a aussi pris des mesures discrètes, notamment en rompant avec l'influence linguistique russe. Pendant des décennies, le kazakh s'écrivait uniquement en cyrillique, héritage soviétique, maintenant le pays lié culturellement à Moscou. Tout, des manuels scolaires aux panneaux de signalisation, portaient l'empreinte de cet héritage. En 2017, le président Noursultan Nazarbayev a approuvé le passage complet à un alphabet latin. La date limite, d'abord fixée à cette année, a été reportée à 2031 pour faciliter la transition. Le message restait clair. Nous avons fini d'utiliser les lettres russes, et ils sont allés jusqu'au bout. Les manuels scolaires sont désormais imprimés en latin. Les documents officiels utilisent souvent les deux alphabets.
mais le cyrillique disparaît progressivement. Les claviers sont mis à jour, et les jeunes générations apprennent le nouvel alphabet dès le premier jour. Il ne s'agit pas juste de polices modernes ou d'intégration technologique, c'est une question d'identité. L'alphabet latin relie le Kazakhstan de façon plus naturelle aux nations turques comme la Turquie, et ouvre des portes vers les plateformes mondiales. C'est surtout une rupture claire avec l'influence culturelle russe. Vladimir Poutine a qualifié cela de modernisation, mais au Kazakhstan, cela paraissait bien différent. Dérussification, une démarche discrète mais ferme pour s'éloigner de Moscou, menée collectivement. Les cours de mandarin se développent, de nouvelles écoles chinoises ouvrent. Le Kazakhstan modifie non seulement son alphabet, mais aussi sa direction. L'ancien ciment soviétique qui maintenait la région unie perd de son emprise, et la puissance douce de la Russie s'effrite avec lui. Le Turkménistan, très dépendant de ses vastes réserves de gaz, s'est tourné vers Pékin. De nouveaux gazoducs transportent désormais la majeure partie des exportations de gaz du Turkménistan, et Pékin a investi dans d'importantes infrastructures pour garantir des livraisons sans accroc. Pour Ashgabat, il ne s'agit pas de trahison, c'est de l'économie pragmatique. La Russie achète encore un peu de gaz, mais ne rivalise pas avec la portée et la fiabilité des accords chinois, que les dirigeants turkmènes apprécient. Revenus garantis, investissement dans les infrastructures, et moins de conditions qu'avec Moscou. Le Tadjikistan et le Kirghizistan, petits États, adoptent une approche subtile et prudente. Leur situation est cruciale pour les corridors régionaux et les routes énergétiques. Les deux pays acceptent des prêts chinois pour routes, chemins de fer et énergie, car ces investissements leur donnent un espace politique et économique. En même temps, ils maintiennent une certaine dépendance à l'aide militaire russe. La formation, la livraison d'armes et les garanties de sécurité restent cruciales dans les pays aux frontières instables. L'argent, les projets et la croissance viennent désormais surtout de Pékin, pas de Moscou. Ces exemples révèlent un schéma clair. Les États d'Asie centrale se couvrent. Ils sont pragmatiques, pas idéologiques. La Chine offre la carotte. Des routes, des usines, du capital. La Russie propose surtout discours, gestes militaires et nostalgie. Les dirigeants de la région ne choisissent pas de camp. Ils choisissent les outils qui fonctionnent le mieux pour le développement national. C'est une transformation silencieuse mais majeure de la région. Les routes, pipelines et zones industrielles symbolisent aujourd'hui le pouvoir davantage que les ambassades ou bases militaires. Les dirigeants d'Asie centrale revoient l'équilibre des pouvoirs sans violence. Les chiffres parlent plus fort que les discours historiques ou les exercices militaires. L'Asie centrale ne choisit pas la Chine pour l'idéologie, mais parce que les chiffres sont convaincants. Commerce, énergie et finances se tournent vers l'Est, et chaque pause sur les marchés russes rapproche encore plus les dirigeants de Pékin. Ces dernières années, un troisième acteur a commencé à revenir sur le devant de la scène. Les États-Unis et l'Union européenne, longtemps satisfaits de laisser Moscou et Pékin simplement rivaliser, se réengagent avec une nouvelle énergie. Le format C5, plus 1 de Washington, réunissant les 5 dirigeants d'Asie centrale est passé d'une diplomatie polie à une réelle coordination sur le commerce et l'énergie. L'Union européenne, pour sa part, finance un corridor de transit intermédiaire qui part de la Chine, traverse le Kazakhstan jusqu'à la mer Caspienne, puis rejoint l'Europe, contournant entièrement le territoire russe. Pour l'Asie centrale, l'intérêt croissant de l'Occident relève des options, non de l'idéologie. Plus ils ont de partenaires, moins une puissance peut imposer ses conditions. Mais les nouvelles routes de la soie sont aussi numériques, pas seulement d'acier et d'asphalte. Huawei et ZTE équipent l'Asie centrale en réseau 5G, centre de données cloud et système de surveillance pour les villes intelligentes. Les câbles sont peut-être enterrés, mais l'influence est profonde. Cependant, celui qui construit l'épine dorsale numérique finit souvent par établir les règles sur la façon dont les données circulent, la manière dont les gouvernements surveillent l'information et la façon dont les économies se modernisent. La Russie était présente dans ce domaine, mais à cause des sanctions et de l'exode des talents, elle a pris du retard. Pékin a comblé le vide, faisant de la connectivité numérique un nouveau moyen de contrôle discret. Le stress environnemental croissant de la région influence aussi cette relation. L'Asie centrale se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale, les glaciers fondent et les anciens réseaux d'irrigation soviétiques se détériorent. L'eau, désormais enjeu politique et écologique, a été une opportunité saisie par la Chine. La branche énergie verte des nouvelles routes de la soie finance des fermes solaires en Ouzbékistan, des projets éoliens au Kazakhstan et des systèmes d'irrigation modernes sur la Syrdaria. Pour les gouvernements locaux, il ne s'agit pas seulement d'énergie propre, c'est une question de survie. Moscou offre peu ici, alors que Pékin s'affirme comme un partenaire capable de maintenir l'électricité et l'eau.
L'approche multivectorielle explique pourquoi l'Asie centrale serait, à tort, vue comme pro-Chine. Ces gouvernements restent à Moscou non par loyauté envers Pékin, mais comme nation souveraine. Ils profitent des deux grandes puissances et empêchent qu'un acteur unique domine leur choix. Ils traitent Moscou et Pékin comme des adversaires, avançant leurs intérêts et laissant les géants rivaliser pour l'influence. Moscou et Pékin ne sont-ils pas proches? À première vue, Russie et Chine semblent alliés. Ils tiennent des sommets, signent des déclarations et s'opposent ensemble à l'Occident. Ce partenariat semble basé sur des intérêts communs, mais la réalité est tout autre. Cette alliance est plus une illusion qu'un fait. Elle est transactionnelle, fragile, et désormais davantage bénéfique à la Chine qu'à la Russie, comme l'a récemment prouvé la scène mondiale. Le retrait soudain de Pékin des importations de pétrole russe a bouleversé les marchés mondiaux de l'énergie et le cercle du Kremlin. Fin octobre, Washington a lourdement sanctionné Rosneft et Lukoil, principaux producteurs de pétrole russe. Les restrictions étaient sévères, bloquant transport maritime, assurance et financement du pétrole russe pour freiner le financement de la guerre en Ukraine. Moscou s'attendait à ce que son allié à Pékin réagisse, voire même aide à maintenir l'écoulement du pétrole. Au lieu de cela, la Chine a reculé. En quelques jours, les géants publics de Pékin, PetroChina, Sinopec, China National Offshore Oil Corporation et Xinhua Oil, ont gelé les importations maritimes de pétrole brut russe. Cette décision a surpris les traders et agité les marchés, faisant monter le Brent à près de 94 $ le baril. Moscou a vite sauvé la face, parlant d'ajustement technique, mais le message restait clair. Pékin a privilégié la sécurité économique à la loyauté, un coup dur pour la Russie. Rosneft et Lukoil assurent près de la moitié des 4 millions de barils quotidiens exportés par la Russie. Après le retrait de l'Europe, la Chine est devenue la bouée de sauvetage en achetant des millions de barils à prix réduit, permettant à Moscou de maintenir sa caisse de guerre. Maintenant, cette bouée de sauvetage commence à s'effilocher. L'image ne pourrait pas être pire. Cela confirme ce qui est connu. La Chine n'a jamais vu la Russie comme une partenaire égale, mais comme un pion. Le déséquilibre apparaît clairement en comparant les deux pays. La Chine a la deuxième économie mondiale, un capital patient et une stratégie de long terme sur des décennies. La Russie, en revanche, s'appuie sur une présence militaire, un théâtre politique et des accords à court terme. Moscou veut de l'influence, du respect et de la loyauté de la part de ses voisins. Pékin veut la stabilité, l'accès aux ressources et des routes commerciales fiables. La Chine prospère par la prévisibilité, la Russie par la volatilité. La force de la Chine réside dans son économie. Chaque autoroute, voie ferrée, pipeline et usine financée par la Chine craignent de la dépendance. Les États d'Asie centrale travaillent, paient et planifient en fonction de la Chine. La Russie, même à son apogée, ne peut égaler ce type d'influence. Pour Moscou, cela peut sembler une trahison. Quand les dirigeants d'Asie centrale préfèrent dissoudre les prêts chinois aux promesses russes, cela peut paraître déloyal. En réalité, il s'agit simplement d'un intérêt personnel intelligent. Les dirigeants prennent des décisions en fonction des résultats concrets, pas de l'idéologie. Les emplois, usines, énergie et infrastructures importent plus que la nostalgie du passé soviétique. La Chine évite de trop s'engager militairement et ne promet pas d'intervenir en cas de crise. Elle privilégie la connectivité et l'intégration à long terme. La Russie attend la loyauté des États post-soviétiques, estimant qu'une histoire commune crée une obligation. Pékin ne fait pas la même erreur. Des États plus intelligents comme le Kirghizistan et le Tadjikistan le montrent clairement. Face à une offre de sécurité russe ou de crédit chinois pour des infrastructures, le choix est clair. Les dirigeants évaluent quelles options offrent emplois, écoles et infrastructures fonctionnelles. La Chine gagne souvent grâce à des avantages directs et concrets. À chaque projet que la Chine termine, le déséquilibre s'accentue. Les routes relient les villes, les usines créent des emplois, les pipelines assurent l'énergie. Et les prêts, ils imposent la conformité. La Russie propose discours et nostalgie, la Chine des résultats. Les dirigeants d'Asie centrale ne sont pas naïfs. Ils voient que Pékin gagne sans tirer un coup de feu. Pour Moscou, c'est la dure vérité. L'alliance est surtout un mythe. La Russie influence par l'histoire et l'armée, la Chine par l'argent et les infrastructures. Les deux pays peuvent collaborer, mais le partenariat reste unilatéral. Pékin maîtrise la croissance économique. Moscou gère souvenirs et rhétorique. Les dirigeants d'Asie centrale connaissent l'élément clé pour l'avenir. La Chine avance, mais sa domination dans la région reste incertaine. L'approche de Pékin est solide, mais ses limites et divers facteurs pourraient freiner ou inverser ses progrès. La Chine utilise discrètement la dette pour garder le contrôle. La majorité des grands projets en Asie centrale, tels que routes, centrales et zones industrielles, ne sont pas offerts gratuitement.
Ils sont construits avec des prêts chinois, souvent liés à des entreprises chinoises, des ouvriers chinois et des matériaux chinois. En surface, cela ressemble à du progrès. Les pays obtiennent de nouvelles infrastructures, des emplois et des routes commerciales. Mais ces prêts ne disparaissent pas. Ils impliquent en des obligations durables qui affectent les dépenses, négociations et votes des gouvernements. Les règles de remboursement restent floues, mais s'imposent avec le temps. Certains prêts sont garantis par des exportations futures, d'autres par le contrôle d'infrastructures clés. Quand un pays a des difficultés économiques, ses dettes servent de levier. La Chine n'a pas besoin de menacer, elle attend juste. Plus un pays construit avec l'argent chinois, plus ses décisions commencent à s'aligner sur les intérêts de Pékin. C'est là que les choses se compliquent. Au Kazakhstan et au Kirghizistan, les communautés locales ont commencé à résister. Certains sont mécontents des pratiques de travail chinoises, d'autres s'inquiètent des dégâts environnementaux ou de l'ampleur même de l'implication étrangère. Exclusion ou exploitation entraînent des manifestations. Et quand cela arrive, les projets sont bloqués, les accords sont renégociés, et la Chine doit s'adapter. Ce n'est plus qu'une question d'économie, mais aussi de politique. Les dirigeants d'Asie centrale savent qu'ils ne peuvent ignorer l'opinion publique. La fierté nationale reste importante. Ainsi, bien qu'ils acceptent les investissements chinois, ils résistent, grâce à la pression locale si besoin. C'est un équilibre. Ils veulent routes et usines, sans paraître s'être vendus. Et la Chine, malgré toute sa puissance financière, préfère la stabilité. Elle cède souvent du terrain, ajustant discrètement les conditions ou ralentissant les délais pour que les choses avancent. Ce n'est pas une construction d'empire traditionnel, c'est plus subtil. La dette ne punit pas, elle lie. Plus ces pays empruntent, plus ils sont attirés dans l'orbite de la Chine. Et une fois qu'ils y sont, il n'est pas facile de faire marche arrière. Chaque prêt renforce un système où Pékin impose le rythme, les autres tentant de suivre. Cependant, une trop grande dépendance comporte des risques. Au Kazakhstan et au Kirghizistan, des manifestations anti-chinoises monticartiers ont eu lieu à cause de craintes sur la vente de terres, des prêts opaques et l'importation de main-d'œuvre. Des projets ont été bloqués sous la pression publique, forçant Pékin à renégocier discrètement à huis clos. En Chine, les banques se montrent plus prudentes et limitent les prêts liés à la ceinture et la route après plusieurs défauts coûteux à l'étranger. Pour l'Asie centrale, cela signifie que le financement et le développement futur pourraient ralentir. La patience de Pékin peut être grande, mais elle n'est pas sans limite. Si la réaction locale s'intensifie ou si le remboursement de la dette faiblit, même la confiance de la Chine dans la région pourrait vaciller. L'excès de zèle est l'un des rares domaines où la Chine doit encore avancer avec prudence. Malgré sa richesse et ses infrastructures, elle n'offre pas la sécurité que la Russie garantit encore. Moscou reste le principal fournisseur d'armes de la région. Elle propose des formations, vend du matériel militaire et maintient des pactes de défense importants pour les petits États. Le Tadjikistan, le Kirghizistan et le Kazakhstan coopèrent toujours avec la Russie pour des exercices militaires et le partage de renseignements. Pour eux, la Russie demeure le partenaire clé pour la défense des frontières, la lutte antiterroriste et la stabilité régionale. La Chine construit peut-être des routes et des pipelines, mais elle n'a pas instauré la confiance dans le domaine de la sécurité. Et si Pékin essaie d'aller trop vite dans ce domaine, elle risque de provoquer une résistance. Les gouvernements peuvent accueillir favorablement les investissements chinois, mais ils ne sont pas encore prêts à remplacer les chars russes par des chars chinois. C'est en partie parce que l'Asie centrale n'est pas un jeu à deux joueurs. La région est saturée d'intérêts extérieurs. La Turquie pousse ses liens culturels et linguistiques. L'Union européenne et les États-Unis offrent une aide au développement et un soutien diplomatique. L'Inde développe des partenariats commerciaux et technologiques. L'Iran cherche des accords énergétiques et une influence régionale. Les dirigeants d'Asie centrale le savent, et ils utilisent tout cela à leur avantage. Ils ne veulent être les satellites de personne, alors ils prennent des précautions. Ils prennent l'argent de la Chine, la sécurité de la Russie et la couverture politique de l'Occident. Il ne s'agit pas de loyauté, mais d'influence. C'est pourquoi l'avenir reste incertain. La Russie pourrait chercher à regagner de l'influence en limitant l'énergie, ou en misant sur d'anciennes alliances. La Chine pourrait répondre par plus de prêts, une construction accélérée ou une offensive de charme via l'éducation et les médias. Les gouvernements d'Asie centrale, pour leur part, continueront de jouer sur les deux tableaux. Ils prendront ce dont ils ont besoin, retarderont ce qu'ils ne veulent pas, et changeront de cap quand cela les arrangera. Rien n'est définitif. Chaque accord, poignée de main ou pipeline demande des compromis. Dans une région au pouvoir instable, la meilleure stratégie est souvent la flexibilité. Parce qu'en Asie centrale, le jeu ne consiste pas à choisir un camp, mais à garder le contrôle. Pour Poutine, la situation s'annonce difficile. Perdre l'Asie centrale est un revers politique, financier et stratégique. L'argent de l'énergie, autrefois destiné à Moscou, est maintenant détourné ou bloqué dans des accords avec la Chine.
Les infrastructures financées par la Chine renforcent l'Asie centrale et l'éloignent de l'influence russe. L'influence de Poutine, fondée sur la présence militaire et d'anciens liens historiques, ne fait vraiment pas le poids face aux contrats signés et au béton coulé. Chaque nouvelle usine, autoroute ou prêt chinois limite la capacité de négociation de la Russie, en interne comme à l'international. Cette érosion se fait déjà sentir. Le rôle traditionnel de la Russie comme gardien de l'Asie centrale s'efface, entraînant la perte d'une influence majeure. Ces pays dépendaient autrefois de Moscou pour la sécurité, le commerce et le soutien politique. Désormais, ils se tournent vers l'Est. La Chine apporte non seulement des fonds, mais aussi un élan. Ses projets progressent vite, ses accords sont clairs, et sa présence s'accroît à un rythme que la Russie ne peut suivre. Le Kremlin garde des liens militaires, mais cela ne développe pas l'économie, ne crée pas d'emploi ni de loyauté durable. Ce changement est suivi mondialement. Pour les puissances occidentales, il indique le recul de l'influence russe. Pour la Chine, cela confirme l'efficacité de sa stratégie. Pour l'Afrique, l'Asie du Sud et l'Amérique latine, c'est un exemple à suivre. Pékin prouve qu'on peut conquérir sans char, mais avec route commerciale, prêt et patience. Ce type d'influence se propage aisément, discrètement, évolue et devient difficile à contrer une fois installé. En Russie, les conséquences s'accumulent. Perdre du terrain en Asie centrale affaiblit l'image de Poutine comme acteur mondial. Sa politique étrangère paraît réactive, non stratégique, ce qui affaiblit le récit construit depuis des années. Que la Russie est encerclée, assiégée, et qu'elle se bat pour retrouver sa place légitime. Si les pays voisins s'éloignent, ce récit commence à s'effondrer. Les critiques nationaux le remarquent. C'est pareil pour les oligarques, gouverneurs régionaux et hauts gradés de l'armée. Ils voient les accords s'effriter, l'influence s'estomper et le Kremlin peiner à suivre le rythme. Il ne s'agit pas seulement de prestige, mais de pouvoir. Quand la Russie perd de l'influence à l'étranger, elle perd confiance chez elle. Il est plus dur de justifier les dépenses à l'étranger et de mobiliser autour de slogans nationalistes. Difficile d'accuser uniquement l'Occident lorsque la Chine contrôle discrètement leur voisinage. À mesure que les options de Poutine diminuent, son autorité semble plus fragile. Pas à cause d'une seule défaite, mais à cause d'une perte lente et constante de pertinence. L'Asie centrale devait être une zone sûre, où la Russie comptait sur la loyauté. Maintenant, elle devient le cas d'école de ce qui se passe lorsque la loyauté s'estompe. La réponse n'est pas une bonne nouvelle pour Moscou. Plus la Chine construit, plus la Russie rétrécit. Et plus la Russie rétrécit, plus... Le monde commence à voir Poutine non pas comme un maître stratège, mais comme un homme qui perd le contrôle de son propre territoire. En somme, les dirigeants d'Asie centrale ne trahissent pas Moscou par malveillance. Ils exercent leur souveraineté par des décisions rationnelles, assurant développement et stabilité. Pour Moscou, ces décisions évoquent une trahison. Ailleurs, elles signalent clairement l'évolution du pouvoir. Si la Russie se croyait autrefois indispensable à ses voisins, cette croyance s'est dissipée. L'influence ne dépend plus seulement de l'histoire ou de la force, mais des résultats. Et les couloirs du commerce parlent désormais plus fort que les frontières. La carte de l'Eurasie se redessine grâce aux planificateurs, investisseurs et ingénieurs. La question finale subsiste. Si conseils, banques et infrastructures influencent plus que armées et politiques, qu'impliquera cela pour l'avenir des conflits et de la coopération en Eurasie ? Nous observons un monde en mutation où suivre les anciennes règles géopolitiques risque de laisser certains en retard. Merci d'avoir regardé.